On se lance maintenant dans la section 5.3. On va parler ensemble des tests hypothèses sur la différence de deux moyennes. On a vu dans la section 5.2 comment faire des tests hypothèses sur des moyennes, donc voir si une moyenne valait une certaine valeur ou si elle était plus grande, plus petite ou tout simplement différente de cette valeur-là. Maintenant, on va s'intéresser à deux moyennes. On va essayer de comparer ces moyennes-là ensemble à l'aide d'un test hypothèse. Parce qu'en effet, lorsqu'on compare deux groupes, deux échantillons et qu'on veut voir si, par exemple, les moyennes sont égales ou si elles sont plus grandes ou plus petites l'une de l'autre, ben on peut faire ça avec un test hypothèse. Et pour illustrer le problème, on va se donner un exemple où, en effet, on va être capable d'aller chercher ça avec un test hypothèse. Donc, exemple 5.7, ici, j'ai résumé beaucoup l'information. Il manque beaucoup d'informations dans ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave, vous l'avez dans le manuel, donc vous pouvez suivre avec ça. Ici, on vous indique qu'un psychologue veut faire une expérience pour tester, voir si la privation du sommeil affecte les capacités cognitives de groupes sujets de personnes. Donc, dans un premier groupe, il va y avoir des gens qui n'ont pas été privés de sommeil qui vont devoir effectuer une tâche cognitive, dans ce cas-ci, construire un casse-tête. Et dans le second groupe, ben, les gens vont faire le même principe que dans le premier groupe, donc ils vont construire un casse-tête, mais ils vont avoir été privés de sommeil avant de pouvoir construire ce casse-tête. De cette façon-là, on va pouvoir évaluer le temps moyen que les gens prennent pour construire le casse-tête dans le premier groupe, et dans le deuxième groupe. Puis ensuite de ça, on va pouvoir comparer ces temps moyens-là ensemble pour voir est-ce que, effectivement, la privation du sommeil a un effet sur les capacités cognitives de nos sujets. Mais avant de parler de nos variables, on va se poser trois questions. On va se poser trois questions qui vont déterminer comment est-ce qu'on va aller faire notre test hypothèse selon les réponses qu'on va obtenir à ces questions. Premièrement, ici, le psychologue, est-ce qu'il a fait une étude où il a pris un petit nombre de sujets? Est-ce qu'il a pris peu de personnes pour faire ses échantillons ou est-ce qu'il est allé chercher beaucoup de personnes? Après ça, on va se demander, est-ce que notre psychologue a pris un seul échantillon? Dans le sens où, est-ce qu'il a pris un seul groupe pour faire les deux tests? Il a pris un groupe le jour 1 pour faire le casse-tête et il a demandé au groupe de ne pas dormir la nuit pour que le jour 2 il puisse faire le casse-tête aussi. Donc, les mêmes gens. Et à ce moment-là, ben, on pourrait considérer que les deux groupes, les deux échantillons sont appariés. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il existe un lien clair là, entre nos deux échantillons. Dans ce cas-ci, ce serait le même échantillon. Ou si, plutôt, notre psychologue a décidé de prendre deux groupes complètement différents. Un premier groupe qui n'aura pas été privé de sommeil et un deuxième qui aura été privé de sommeil. Donc, deux groupes indépendants pour faire son étude statistique. À ce moment-là, on va pouvoir calculer différents types de tests hypothèses sur cette différence de nos moyennes ici. Pour faire ça, ça va nous prendre quelques formules et ces formules-là vont avoir besoin de quelques informations, quelques variables. Les variables, on les donne ici et on va voir ensemble qu'est-ce que c'est. Donc, dans ce cas-ci, pour les deux groupes, groupe 1 et groupe 2, on va avoir les notations usuelles, donc la moyenne, l'écart type, la moyenne calculée sur l'échantillon et l'écart type calculé sur l'échantillon. Et ensuite de ça, on va pouvoir faire la même chose sur la différence entre nos deux groupes. Donc, dans le groupe 1, la moyenne de notre population 1, ce sera mu1. L'écart type de la population, sigma 1. La moyenne de l'échantillon 1, x bar 1. Et l'écart type de l'échantillon 1, S1. Même chose pour le groupe 2, mu2, sigma 2, x bar 2, S2. Finalement, pour la différence, la moyenne de la population de la différence ici, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas une population de la différence. Donc ça ici, on n'en retrouvera pas de mu pour la différence. Même chose pour l'écart type. Ça sert à rien. Par contre, avec les vraies données, avec les échantillons, on peut faire une vraie moyenne de la différence et on peut faire un écart type aussi sur cette différence-là, éventuellement, sur les échantillons. Donc, D bar, ce sera la moyenne de la différence entre x1 et x2 bar. Et SD, ce sera l'écart type entre les différences de x1 bar et x2 bar. Avec ces données-là, on est prêt à établir les formules. Mais avant ça, on va se demander qu'est-ce qu'on pourrait comparer avec ces deux moyennes-là. Dans ce cas-ci, on a plusieurs possibilités. En fait, on va en avoir trois. Ici, ce qu'on va se dire, c'est que lorsqu'on a deux groupes, on peut avoir trois relations qui existent entre ces deux groupes-là. On pourrait avoir que la moyenne du premier groupe est plus petite que la moyenne du deuxième groupe. Donc, à ce moment-là, si on fait moyenne du premier groupe moins moyenne du deuxième groupe, ça devrait être plus petit que 0. C'est négatif, hein? On a une moyenne 1 qui est plus petite que la 2. On pourrait aussi avoir deux moyennes qui sont exactement identiques. Mu1 est égal à mu2. À ce moment-là, la différence entre les deux, elle est nulle. Il n'y a rien comme différence entre les deux. Donc, mu1 moins mu2 est égal à 0. Et on pourrait avoir la situation où mu1 est plus grand que mu2. À ce moment-là, comme notre moyenne mu1 est plus grande que la moyenne mu2, la différence entre mu1 et mu2 va être positive.
mu1 est plus grand, donc on a une différence qui est plus grande que 0. À ce moment-là, avec ces informations-là, on a ce qu'il faut pour construire les hypothèses de nos tests qui vont nous intéresser, et on a ce qu'il faut aussi pour aller construire les 3 formules différentes ou les 3 méthodes différentes de test hypothèse selon les conditions qu'il y a sur nos 2 groupes initiaux. Et là, avec ces possibilités-là pour les hypothèses, on sait, de par notre test hypothèse sur une moyenne, que H0 est toujours associé à l'égalité. Donc, on va dire que H0, ce sera mu1 moins mu2 est égal à 0. Donc, finalement, que mu1 et mu2 sont égales dans ce cas-ci. Et de cette façon-là, on peut aussi aller trouver l'hypothèse alternative. H1, dans ce cas-ci, ce sera toujours associé à l'alternative selon le contexte qu'on est en train d'étudier. Il va y avoir 3 possibilités encore. Donc, mu1 moins mu2 plus petit que 0. Ça veut dire que mu1 est plus petit que mu2. mu1 moins mu2 plus grand que 0. Donc là, on a mu1 qui est plus grand que mu2. Et sinon, on a mu1 moins mu2 qui est différent de 0. Donc, on peut tout simplement dire que mu1 est différent de mu2. Donc, le dernier cas ici, c'est quand on a un petit peu moins de précision sur qu'est-ce que le contexte va amener comme différence entre nos moyennes. Maintenant qu'on a ça, il nous reste plus qu'à aller travailler sur la statistique qu'on calcule lors du test. Parce que maintenant qu'on travaille avec 2 moyennes, la statistique qu'on va calculer selon les conditions d'application va être légèrement différente. En fait, c'est la seule chose qui va vraiment changer dans notre test hypothèse, parce que le reste, seuil de signification, valeur critique, règle de décision elle-même, c'est toujours la même chose. Ça va toujours fonctionner de la même façon, donc il ne nous reste plus qu'à trouver c'est quoi les statistiques qu'on va calculer. Et ensuite de ça, on est prêt à faire les tests hypothèses sur la différence de 2 moyennes. Ces trois statistiques-là sont données dans les 3 cas ici. On a des conditions pour chacun de ces cas-là. Et là, ici, je vous demande d'accepter ces résultats-là. On n'ira pas en détail chercher comment est-ce qu'on a retrouvé ces formules-là. Ça dépasse un peu le cadre du cours, donc on va juste accepter ces résultats-là et les appliquer lorsqu'on va aller chercher nos tests hypothèses. Donc, dans ce cas-ci, premier cas, c'est le cas facile, c'est le cas où on a des échantillons qui sont indépendants. Donc, il n'y a aucun lien qui unit les 2 échantillons. Et les 2 échantillons sont grands. Donc, la taille de l'échantillon 1 est plus grande ou égale à 30, la taille de l'échantillon 2 plus grande ou égale à 30 également. À ce moment-là, comme on a ces conditions-là, on va toujours pouvoir utiliser la loi normale centrée 0,1. Et la statistique qu'on va calculer, c'est la statistique Z qui est égale à la différence entre nos 2 moyennes, donc x1 bar moins x2 bar, divisé par la racine de nos 2 variances additionnées. Donc, S1 carré divisé par N1 plus S2 carré divisé par N2. On fait une racine carrée par-dessus cette somme-là et on pourra faire la division. Ça nous donne la variable, la statistique qu'on calcule dans ce cas-ci. Évidemment, comme je vous dis, ça a l'air sorti du chapeau parce que ça l'est en ce moment. J'explique pas d'où vient la formule, puis on le fera pas dans ce cours-ci, ça dépasse le cadre du cours, je vous demande d'accepter ce résultat-ci. Évidemment, ça fait partie de la feuille de aide-mémoire à l'examen, vous n'avez pas besoin de retenir ça par cœur. Ensuite, la deuxième possibilité, on a encore des échantillons qui sont indépendants, mais là, il y en a un des deux qui est trop petit. N1 est plus petit que 30 ou N2 est plus petit que 30. À ce moment-là, on souhaite que les distributions suivent quand même des lois normales. On souhaite que les écarts types de nos populations soient égales mais inconnus. Ça, on le précise habituellement dans les numéros si on a besoin de ça. Et à ce moment-là, comme on a une des deux tailles échantillonnales qui est trop petite, il va falloir utiliser la loi de Student. La loi de Student, ici, on va l'utiliser de façon particulière, parce qu'on va aller chercher une loi de Student, T, n plus 1 plus n plus 2, moins 2. Donc, on va chercher l'addition des 2 échantillons, moins 2 degrés de liberté ici, et c'est cette valeur-là qu'on va utiliser pour aller chercher le T alpha, la valeur critique pour notre tableau de la loi Student. Il va falloir changer un petit peu le degré de liberté. C'est ça la grosse différence qu'il y a dans ce cas-ci. À ce moment-là, la statistique associée à notre loi du student, elle est ici. C'est une super longue formule. Donc, évidemment, celle-là, ne la prenez pas par cœur. Ça va vous servir à rien. Vous pouvez tout simplement utiliser la formule qui est dans l'aide-mémoire. Et cette formule-là, c'est la suivante. Donc, différence entre les 2 moyennes, x1 bar moins x2 bar, divisé par la racine de n1 moins 1 fois la variance de l'échantillon 1, donc fois S1 au carré, plus N2 moins 1 fois S2 au carré, divisé par N1 plus N2 moins 2. Donc, encore une fois, le nombre de degrés de liberté à notre dénominateur. Et à cette racine-là, on additionne la racine 1 sur N1 plus 1 sur N2. Donc, on a beaucoup d'affaires quand même qui sont dans cette formule-là. Évidemment, une fois qu'on connaît toutes les valeurs, c'est super simple. On fait juste placer les chiffres et on évalue la formule. Mais ça,
ça part du principe qu'on a déjà les valeurs. Ça, vous les avez notamment dans les exemples qu'on va faire. Et à l'examen, comme je vous dis, ça, c'est dans la mémoire. Vous n'avez pas besoin d'apprendre ça par cœur, certes. Finalement, dernière possibilité pour la statistique qu'on va calculer. On va avoir la situation où nos deux échantillons sont appariés. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que nos deux échantillons ont un lien statistique qui les unit. Notamment, là, dans l'exemple qu'on parlait précédemment du psychologue, c'est 2 fois le même échantillon, c'est les mêmes personnes qui font 2 tests différents. Donc, des échantillons qui sont liés entre eux. On va dire à ce moment-là que la différence qui unit les deux échantillons est normale ou presque. Encore une fois, ça, c'est une condition qu'on précise dans le numéro. On va vous préciser ça dans la question pour que vous puissiez l'utiliser. À ce moment-ci, comme on a deux échantillons qui sont appareillés, on va utiliser une loi de student T, n-1. N ici, pourquoi est-ce qu'on passe à n alors qu'on avait n1 et n2 tout à l'heure? Ben là, dans ce cas-ci, comme c'est 2 fois le même échantillon, les tailles sont exactement identiques. N1 est égal à N2. Donc, on va simplifier l'écriture et utiliser seulement N pour la taille de l'échantillon qu'on est en train d'utiliser. Et à ce moment-ci, ben là, la statistique, elle est super simple. On prend la moyenne de notre différence, on divise par l'écart type de cette différence-là sur la racine de la taille de l'échantillon. Et à ce moment-ci, c'est cette statistique-ci qu'on va comparer dans notre règle de décision lorsqu'on va vouloir faire notre test d'hypothèse sur la différence des deux moyennes. Bon. Là, ça, c'est beaucoup d'informations. Vous avez l'impression probablement que je vous pitch un peu ça d'en face, parce que c'est un peu le cas. On va voir les formules, puis ensuite de ça, on va apprendre à les appliquer. Donc, ce que je vous propose pour la suite de cette partie-ci, c'est d'aller faire des exemples de ces trois formules-là. Mais pour l'instant, je trouve qu'on a fait pas mal de choses. Là, je vous ai pitché plein d'affaires. Vous avez peut-être besoin d'assimiler un petit peu ces informations-là. Donc, on va s'arrêter ici. On va prendre une petite pause. On se retrouve dans une prochaine vidéo où là, on va faire des exemples de nos tests d'hypothèse sur les moyennes, sur la différence entre deux moyennes. Puis ensuite de ça, on aura terminé avec cette section-ci.